Radio Nomade, une cartographie sensible du pays de Montbéliard. Saison 1, épisode 1. Réalisation Making Waves. Vous écoutez un podcast de Radio Ma, la radio de création de Ma Scène Nationale. Monsieur de la radio, il vient voir un petit peu là. Les messieurs de la radio, on aura peut-être besoin De quoi? de radio. Non, un façon. Quel est le bruit d'un territoire ? Si on colle l'oreille au pays de Montbéliard et qu'on ferme les yeux, qu'est-ce qu'on entend ? Pendant 2 jours, nous avons promené nos micros dans la région, écouté et laissé parler celles et ceux qui y vivent ici. Radio Nomade, un reportage réalisé à 5 micros et 10 oreilles par l'équipe de Making Waves. Face à généalogie. C'est moi qui ai demandé pour venir. Alors mes enfants m'ont dit, si tu es d'accord, on fait une demande. Alors j'ai dit, je voudrais aller à Blamont. La demande a été faite au mois de décembre, et puis le 15 janvier, je me trouvais ici. Maison de retraite de Blamont, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est très très rare que ce soit le résident lui-même qui se déplace pour venir faire une admission. Déjà dans un premier temps, c'est sa famille. Généralement ses enfants, quand tout se passe bien. Ou alors, quand il n'a pas d'enfant, son neveu, sa nièce, ou voilà. Mon petit chat, il s'appelle Chouquette. Ouais, elle va voir. Alors le soir, elle vient, elle dort sur moi. Puis le matin, miaou, miaou, elle demande à manger parce qu'elle a faim. Je suis obligée de donner à manger. Ça fait 6 ans que je l'ai. Non, mais d'accord. Moi, tu vois, quand elle est arrivée, elle a déjà, il me semble qu'elle a 17 ans. Alors, on se trouve aux Hortensias, 2e étage du bâtiment le village, où là nous avons, la plupart des résidences sont ce qu'on appelle les PHMV, personnes handicapées mentales vieillissantes. Ces résidences sont arrivées, ils avaient approximativement entre 14 et 20 ans. Certains ont été déposés devant l'EHPAD. Ils ont aussi connu que l'EHPAD. Donc aujourd'hui, ils sont approximativement tous âgés de entre 70 et 80 ans, quoi. Ils disent souvent que leur propre famille, c'est nous, quoi. Donc généralement, moi, j'ai toujours appelé les acharnés de la vie parce qu'en fait, ils se battent pour nous, quoi. Ils ont que ça, en fait. Leur optique, c'est nous voir le lendemain matin. C'est ça, quoi, en fait. Ouais. Ça va faire 75 ans. Le 21 juillet 1951. J'ai fait la béanderie, j'ai fait les pluches, leur passage, la lingerie, le jardin, planter les haricots, les pommes de terre, la salade. Les sœurs étaient dures avec nous. Fallait voir. Oh là là là. Mais ils n'étaient pas commodes. C'est à longtemps. C'était pas fameux. Catherine Maillard, donc je suis infirmière depuis 85 à l'EHPAD de Blamont. Quand je suis arrivée, il y avait encore les sœurs. Et nous avions des résidents qui étaient là depuis la petite enfance. Alors souvent, c'était des gens qu'on privilégiait de rentrer à l'hospice pour les protéger. Un petit peu, vulgairement, c'était un petit peu les simplets du village, mais qu'on faisait boire pour abuser. Donc les communes nous les plaçaient pour les protéger. Nous avions aussi des gens qui avaient eu des infanticides. On a eu des tas de populations diverses. On venait le matin, on faisait nos lits, on faisait les toilettes. Il n'y avait aucune pudeur, il n'y avait aucune intimité parce que c'était des grands dortoirs comme dans une colonie de vacances, quoi. Donc on avait tous les lits mis bout à bout et on commençait d'un bout puis on finissait à l'autre. En plus, les lavabos, il y en avait 2 par chambre. À ce moment-là, je dirais, à cette époque-là, les résidents n'étaient pas choqués parce qu'en fait, ils avaient été quasiment élevés comme une colonie, comme ils se connaissaient tous. Ils vivaient un peu comme une grande famille, comme on vit à la maison. Désir d'amour ne dure qu'un moment.
chagrin d'amour dure toute la vie. Qu'est-ce qu'il dit, votre mari? Je sais pas ce qu'il est en train de raconter. Vous savez, il commence à causer un petit peu tout seul. Il se raconte des petites histoires tout seul. Et puis, ben, enfin, voilà, quoi. Je dis oui ou je dis non, ça dépend comment ça tombe. Je tombe à côté, mais tant pis. Le cœur y est quand même. Oh que oui, mon Dieu, qu'est-ce que je ferai le jour où il sera plus là? C'est peut-être, j'espère que c'est moi qui m'en irai la première. Faudrait partir ensemble. Mais hélas, terrible de devenir comme ça, terrible. Mais il y a encore beaucoup d'amour entre vous. Oh, il y a toujours. Oui, c'est pas encore, c'est toujours. Oh oui, vous vous rendez compte? Depuis 1946, alors ça fait 75 ans qu'ils sont mariés. L'essentiel, c'est qu'on garde son cœur. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. Bonjour monsieur. Je suis pas le patron, hein. C'est pas grave. Bonjour. Alors là, c'est chez vous? Oui, depuis, on va dire, 2014, quoi. Parce que j'ai repris derrière mon papa que vous venez de voir. Et puis lui avait déjà repris la ferme de mon grand-père. Ah, c'est Frédéric. Frédéric Moser, village de Vendoncourt. Eh ben, la ferme, si vous voulez, ben là, on est bien placé pour voir. Depuis les années 2000, depuis que mon père a grandi, on va dire quasiment voilà, jusqu'au véhicule là-bas, il y avait 6 mois de l'année les vaches au village, des jeunes dans le premier bâtiment où on a tout transformé. Et puis depuis les années 2000, eh ben, maintenant, tout le monde est ici. L'exploitation au village, elle est juste là pour stocker un petit peu de matériel. Et puis c'est un choix aussi stratégique parce que mon père s'était posé la question, soit il arrêtait, soit il ragrandissait tout. Au niveau du village, c'était trop contraignant, aucune possibilité de se développer parce qu'il n'y avait pas d'espace autour, les vaches aussi par rapport au bien-être, tout ça. Donc ça a été une bonne idée et puis moi ça m'a permis aussi de reprendre quelque chose de viable, quoi. Parce que sinon aujourd'hui refaire tous les investissements qu'il a fait lui ce serait impossible, quoi. Je pourrais pas refaire tout ça. Après ici c'est mon papa qui a démarré avec le bâtiment. Vous voyez la partie en lamellé collé là c'est un bâtiment et la partie taulée ce qui est devant c'est un autre. Ça c'est mon papa qui avait fait. Et ici c'est moi. Donc et puis Frédéric a repris, quoi. Le mode de production reste le même, mais la production on va dire, par rapport à mon père, elle a quasiment triplé, quoi. Depuis 2014, on fait à peu près un tiers de plus aujourd'hui que ce qu'il faisait. Je ne dis pas qu'on cherche toujours à produire plus, parce qu'aujourd'hui, les vaches, elles pourraient produire plus, mais c'est aussi ma volonté de maintenir ce niveau de production sans aller chercher trop loin, parce qu'après des fois on va chercher aussi les problèmes, voilà, toutes ces choses-là, on en a déjà assez comme ça, des problèmes. Donc il y a un moment donné, même qu'on a moins de matériel, quand il y a quand même moins de bêtes à surveiller, moins de bêtes à s'occuper, le travail il est quand même un peu moins pénible, quoi. Il y avait une pénibilité, mais pas le même stress qu'aujourd'hui, et puis pas les mêmes contraintes, quoi. Au niveau administratif et puis tout, on va pas s'étendre sur le sujet, mais c'est un boulot
quotidien, quoi. Il ne faut pas passer plusieurs jours à pas ouvrir son ordinateur, à aller voir ses emails, à regarder ses papiers, parce qu'après on se retrouve tout de suite avec une pile de lettres, avec une pile de mails, et puis il faut gérer tout ça, quoi. Moi j'essaie de le gérer quotidiennement, quoi, à part le week-end, mais je regarde régulièrement, voilà. Des fois maintenant il y a aussi les SMS, les choses comme ça. Mais après, la campagne a aussi beaucoup évolué. Je veux dire, quand on prend des photos d'il y a quelques années en arrière, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, eh ben, il y a beaucoup plus d'arbres, quoi. Mais nous, on se rend compte, avec les années sèches, Vendoncourt, qui était un village avec des arbres fruitiers, il y en a de moins en moins. Tous les ans, on enlève des cerisiers, des fruitiers qui ont aussi vieilli, mais qui sèchent aussi pendant la période d'été, quoi. Le climat, on le ressent quand même un petit peu, le changement. Moi, je fais de l'insémination animale. À chaque fois qu'un éleveur a un animal en chaleur et qui correspond, qui est dans les temps par rapport à la prémisse bas, par rapport à la production, à la reprise d'état de l'animal, nous on intervient. Donc voilà, là c'est une génisse, donc elle n'a encore jamais fait de vélage. Et là, elle est dans l'âge et à la taille, donc il y a un poids à peu près à respecter, hein. On est à peu près autour de 400-450 kg de poids vif. À partir du moment que les génisses ont atteint l'âge et le poids là, on peut les mettre en reproduction. Donc c'est le cas aujourd'hui. Mon fils, je pense pas qu'il reprendra. Peut-être qu'il reprendra, mais pour l'instant, j'ai pas envie de le pousser là-dedans. Déjà, je vais faire un peu comme on a toujours fait au niveau familial. Mes parents m'ont jamais poussé à reprendre l'exploitation. Il faut que ce soit un choix personnel. Donc voilà, aujourd'hui, cette exploitation, pour l'instant, c'est Frédéric. Et après, je sais pas. Et puis mes voisins, donc de l'autre ferme, c'est pareil. Derrière eux, qui va reprendre, comment... Après, ce qu'on a toujours peur, c'est que d'autres exploitations reprennent celle-là. Ça ne fera pas une exploitation de plus, ça fera une exploitation qui est déjà en place, mais toujours plus grosse. Toujours plus. Puis de moins en moins d'agriculteurs. Voilà. Parce que si on veut conserver un tissu un peu rural, avec des parcelles quand même qui ressemblent à des parcelles, avec quand même des arbres, des choses comme ça, il ne faut pas qu'on commence à tout dénaturer, toujours agrandir. C'est un monstre, ça. Il est pas très gentil, ici. S'il casse toute la ville. S'il casse toute la ville. Je suis Rosaria Mandiangou, la maman d'Ézéchias, et j'ai 4 enfants. Les cadets, c'est Ézéchias, et après c'est Preciosa qui a 9 ans, et Maravilia qui a 11 ans, et André Melki qui a 14 ans vers 15 ans. Pôle parentalité, La Merelle, Montbéliard. Moi, je me suis mariée à un âge de 20 ans. J'avais mon premier fils à 21 ans et j'avais personne. Je me suis mariée à dehors de mes parents. Mes parents étaient dans un autre endroit et moi, seulement avec le mari. Je me posais des questions. Comment ça va être ? Je n'ai personne. J'ai appelé mes parents de venir vers moi, mais ils étaient occupés. Ils me disaient non, on n'arrivera pas. Mais je me suis posé des questions. Mais après un moment, je me suis dit non, c'est à moi, je saurais. Quand je commençais à voir, quand j'étais enfant, quand je voyais ma mère avec mes soeurs, quand je voyais des voisins, de là que quand j'ai mon petit garçon, même si je ne savais pas, mais avec aide des infirmiers, de femmes sages, je demandais s'il y a quelque chose, quelques soucis, je pose la question. Et je fais. Avoir l'enfant, ce n'est pas difficile.
Alors je m'appelle Karim Bounou, je suis papa de Naïla. Pour moi, tout s'apprend. Tout s'apprend et puis on vit au jour le jour. Et puis chaque personne est différente, chacun a sa méthode pour apprendre à l'enfant comment faire. Bon, moi je vous cache pas que plusieurs fois je me renseigne sur Internet, je cherche un petit peu comment faire au mieux certaines choses pour pas être soit trop sévère, soit trop laxiste. Et voilà. Quelle aubaine, une maison de laine. Y a quelqu'un? Oui, y a nous, lièvre et souris. Et toi, qui es-tu? Je suis renard. Je peux entrer, j'ai si froid. Mais viens donc, répond souris. Je m'appelle Cathy et je travaille sur le lieu d'accueil parents-enfants en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. Renard se faufile et se camoufle dans la moufle. La vie se construit en tant que parent. On ne l'est pas dès le départ, on le devient et tout ça, ça se travaille. Et il ne s'agit pas de se mettre la pression et de vivre les instants avec nos enfants et de créer des temps de qualité, quoi. De vivre la qualité et surtout pas se mettre la pression. Je pense que c'est surtout ça qui est le plus important. On voit beaucoup de parents qui se mettent beaucoup de pression, une exigence, ils se mettent une exigence parce qu'ils veulent réussir au mieux, élever leur enfant au mieux et souvent des fois même quand on se met un peu trop d'exigence, ça peut devenir compliqué. Ça peut devenir compliqué parce que l'enfant peut devenir un enfant roi aussi quelque part. Les parents se mettent une exigence pour que l'enfant soit libre, on leur donne un maximum de possibilités de jouer, enfin plein de choses et au final l'enfant après c'est lui qui domine un peu et ça peut faire un enfant roi. Donc j'irais soyez plutôt mesurés en tant que parents, on avance, c'est faisable, c'est accessible et je dirais que c'est plutôt ça ce que je dirais, ne vous mettez pas de pression. Je suis la maman de Soumaya et Souleyman. J'aurais jamais pensé il y a 3 ans de ça que je serais comme ça, aussi faible, on va dire, pour mes enfants. Parce que c'est vrai, c'est ma plus grande force, mais c'est aussi ma plus grande faiblesse. Et j'aurais jamais pensé qu'un petit être comme ça aurait pu changer ma vie. Pour moi, c'est une grande aventure. J'ai moi-même 3 enfants. Et voilà, ça fait plus de 20 ans que ça occupe une grande partie de ma vie, oui. C'est pas forcément quelque chose, je trouve, de facile, en tout cas, quand pour le premier enfant, je m'attendais pas à ce que ça soit un tel bouleversement, un tel investissement. Et puis je trouve qu'on trouve ses marques petit à petit et on endosse le rôle au fur et à mesure des années, mais il vient pas comme ça si facilement que ça. Ouais, je trouve que c'est un gros challenge, c'est un métier à plein temps, quoi. Je crois qu'on n'est jamais vraiment préparé à ce que c'est qu'être parent et on le devient à chaque jour de notre vie avec nos enfants. C'est les enfants qui nous amènent à être parents. Je m'appelle Gabin et j'ai pas de frères et sœurs. Moi, j'ai un nouveau vélo et j'arrive à faire du vélo sans roulette. Et j'ai déjà dormi dans un hôtel. Et puis des fois, j'aide papa et maman à faire à manger. Des coquillettes, des cordons bleus ou des patates. Je m'appelle Juan. Et puis des fois, je viens avec papa à l'école ou maman. Ou des fois, je vais à la garderie au bus. Et puis à la garderie, j'aime pas trop, c'est mieux quand je vais à l'école. Chez moi, ma maman, elle fait de la salade de pâtes et mon papa, il cuisine jamais. Jamais. Tu sais, comme on va se promener avec Milan, ma tata ne vient pas parce qu'elle est avec Thiago. Et puis on va se promener aussi avec Jérémy un petit peu. Et comme on va se promener avec Jérémy, on voit des chats. On voit des chats parce que y a des gens qui mettent des chats dehors. Et puis moi, les chats, ils mangent des croquettes dehors. Donc Milan, il veut voir les chats. Donc on va marcher le temps, puis après on voit les chats.
Puis comme on rentre avec Milan, Milan il va dormir chez nous parce que Tata, elle va tatouer et puis ma maman aussi. Ma maman elle va se tatouer et puis comme elle aura fini, eh ben, elle viendra me chercher à l'école. Ici, on gratte un petit peu, 10. Voilà. On est sur du caillou. C'est vraiment la difficulté qu'on a sur les friches, c'est de faire en sorte que les végétaux puissent s'installer. Et puis pour pouvoir s'installer, ils ont besoin de sol. Si on creuse, là, on est tout de suite embêté. Il n'y a pas de sol, en fait. C'est tout de suite de la caillasse, du caillou. Michel Chalot, directeur du département Écos, du labo Chrono Environnement à Montbéliard. C'est caractéristique ce qu'on appelle des anthroposols, des sites, des sols anthropogéniques, c'est-à-dire créés par l'homme, en fait. On pourrait faire du carottage et puis regarder les différentes couches successives de sol. Le sol, il est toujours dans les quelques premiers mètres. Après, c'est la roche-mère. Et puis après, si on creuse encore plus loin, on tombe sur le phréatique. Donc là, la problématique de ce site, c'est vraiment ça, c'est que on a le phréatique qui n'est pas très profond, quelques mètres. Et donc, le risque, c'est que les métaux qui sont dans le sol ici, eh bien, ils se retrouvent. S'il n'y a pas de végétation, si le sol est nu, c'est que les métaux se décrochent du sol et puis partent dans le phréatique. Alors que quand il y a de la végétation, bien sûr que les racines, puis tous les micro-organismes qui font partie du système racinaire vont retenir ces métaux. C'est vraiment de la phytostabilisation. Le risque, c'est surtout pour les enfants, en fait. C'est pour ça que c'est clôturé. Pourquoi ? Parce que les gamins, surtout les plus jeunes, les gamins de 2-3 ans qui viendraient se balader ici, qu'est-ce qu'ils font ? Les gamins, ils ont tendance à jouer par terre et puis à se mettre les mains à la bouche. Et on considère qu'un gamin, il consomme 100 mg. Il y a des normes. Tout ça, c'est normalisé, c'est calculé. Il y a une norme qui dit qu'un gamin de 2 ans, il va consommer 100 mg de sol. D'accord ? Donc après, on peut s'amuser à faire des calculs. Il y a des logiciels qui nous permettent de faire des calculs. Un gamin qui viendrait une dizaine de jours, une vingtaine de jours, se promener pendant une demi-journée sur un site comme celui-là, quel risque il aurait si il ingérait donc ces 100 mg à chaque fois. Et donc on peut faire ce qu'on appelle des calculs de quotient de danger. Et avec ce quotient de danger, on est capable de voir s'il y a vraiment un risque dû à l'exposition, dû à la consommation involontaire de sol. Donc ça se calcule. Et donc plus le gamin est jeune, moins il est âgé, plus le risque est élevé. Après, c'est pas un site qui se prête vraiment... Non, le risque après, c'est de se promener avec nos chaussures et puis de sortir du site et puis contaminer les jardins avec... Donc nous, on fait toujours attention de venir avec des chaussures qui sont réservées à ce site, enfin au site pollué. Puis on se déchausse, voilà. Là, on risque rien sur ce chemin. C'est pour ça que je vous fais pas aller là-bas, parce que... Voilà, il faut rester dans le droit chemin. Ah, c'est 20 ans, c'est quand même 20 ans de ma vie. Être mineur, c'était beaucoup de copains, beaucoup de camarades. Il y avait une entraide au fond de la mine. Les mineurs, c'est une grande famille. 20 ans en mine. Dans le bassin potassique, de père en fils, on était mineurs. Mes grands-pères étaient mineurs. Mon papa était mineur, mais mineur au jour. Donc je suis rentré après l'armée, je suis rentré aux mines au jour. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'aller au fond. Donc, je suis descendu au fond de la mine, et puis voilà, 20 ans. Claude Chambeur, restaurant La Cachette, forêt de Vendoncourt. Et après, dans le cadre du plan social, on est venu à Vendoncourt. Pareil, c'était une amie à mes parents qui était amie avec le propriétaire, qui était un Alsacien. Et voilà, donc on a repris l'affaire derrière René Bire, qui est décédé malheureusement. Et il y avait, donc lui, il avait créé le restaurant, mais il avait déjà une pension pour animaux et il faisait de l'élevage de chiens. Oh, il a fait de la caille, il a fait beaucoup de choses, le René. Et donc nous, on a repris le restaurant et ainsi
On a arrêté les chiens, donc l'élevage, on a arrêté. Mais on a continué la pension, et puis là, on a reconstruit un bâtiment neuf derrière, là. Et voilà, depuis, on est bien. Et comment ça se fait, en tant qu'Alsacien, de s'implanter dans une région qui est complètement différente? C'est vrai que c'est compliqué au début. Par rapport à la mine, c'est compliqué, parce que vous vous retrouvez du jour au lendemain, vous ne connaissez personne. Vous ne pouvez pas dire, tiens, je vais chez Paul boire un café, ou je vais chez Jacques, non. Donc il faut se refaire des amis, il faut... Ouais, vous savez, le boulot, c'est fait comme ça. Hein. Vous devez aller demain, vous n'avez plus de travail, vous êtes muté à... aujourd'hui au Canada, ou je ne sais pas, vous partez. Hein. Il y a des gens qui sont déracinés depuis longtemps, et puis qui vivent quand même. Après, voilà, il faut y mettre du sien, il faut aller vers les gens qui sont là. Et nous, on n'a pas la barrière de la langue, puisqu'on parle français, mais si vous allez certains pays, moi je pourrais pas, je parle pas l'anglais, mais je m'y ferai quand même. Parce que mon objectif c'est d'aller m'installer en Espagne, donc. Non, voilà, j'arrive tout doucement maintenant, bon, je suis à la retraite depuis 2 ans. Mon épouse va en faire 1 an, et puis, maintenant que la crise, est-ce qu'on va arriver avant de la faire ou pas, on ne sait pas, ça va être compliqué. Quoi qu'il arrive, on est chez nous. Donc, on verra. Le temps nous le dira. Ah ouais, ça passe vite, une vie, on ne se rend pas compte. Hein. Quand les gens enceintes, tu verras un jour ça. Non, maintenant on commence à être des anciens, mais on se rend compte que ça va très très vite. Hein, une fois que vous avez passé 50, 55 ans, après... Tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Ou pas ? Bienvenue au lycée Nelson Mandela. Aujourd'hui, nous allons imaginer le futur. Que se passera-t-il en 2050 et même plus loin ? Nous avons fait un saut dans le temps. Création sonore, produite par nos soins. À l'improviste dans la joie et la bonne humeur. Selon moi, le futur sera sombre. Nous sommes en 2080. Nous sommes 10 ans après la fin de la crise sanitaire. J'ai actuellement 76 ans. À l'époque, j'avais 15 ans, en 2019. Nous n'étions pas prêts à ce qui allait arriver. La crise nous a pris tout ce qu'on avait, nos libertés, en nous privant de toute expression faciale, à cause de notre masque. Il nous a privés d'égalité, qui sont devenues des inégalités, dues au manque d'argent entre les riches et les pauvres, entre les fonctionnaires surpayés et les restaurateurs à la rue, qui meurent d'une chose qu'ils avaient dans les mains tous les jours, la nourriture. La fraternité, n'en parlons même pas. Ces jeunes entrepreneurs qui voulaient se lancer dans la vie se retrouvent endettés, non aidés par les personnes qui les ont mis dans la misère, c'est-à-dire l'État, notre président. Que dis-je, le banquier corrompu par l'argent, qui préfère faire des vidéos avec des youtubeurs que d'aider ses citoyens, les Français, qui manifestent dans la rue, qui se font tirer dessus par les gardiens de l'ordre, leurs frères, leurs amis. J'avais l'impression d'être pris pour un con. Le président des années 2000, en demandant l'aide à des jeunes youtubeurs, suivis par des milliers de téléspectateurs, qui seront majeurs lors des prochaines élections, au lieu d'aider son peuple à survivre. Mais il préfère condamner à payer une dette éternelle, jusqu'à notre dernier souffle, et celui de notre planète, à force de piller tous ces trésors. J'accuse les dirigeants de France de nous faire subir une chose qu'on ne devrait pas subir. J'accuse les chaînes d'information de nous mentir et de nous cacher la vérité. La France, réveillez-vous. Radio Nomade, face à Généalogie. Amélie Billot, Alice Le Filleul, Hervé Marchon, Romain Masson, Alexandre Planck, Tidiane Thiang, Making Waves, Ma scène nationale.
Retrouvez Radioma, la radio de création de Ma Scène Nationale, sur radioma.eu.